Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Votre podcast quotidien Z sur 7 est sur le point de commencer. Aujourd'hui, c'est vendredi 22 novembre. Et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être à l'écoute. Au programme aujourd'hui, le Black Friday approche, mais il ne fait pas forcément le bonheur des commerçants. Très peu y participent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. La fraude en ligne est en augmentation, de nouveaux moyens sont disponibles pour les combattre, mais... Les fraudeurs, c'est un peu comme de l'eau, ils vont toujours trouver un moyen de passer. Vous découvrirez également les enjeux de la transmission d'entreprise. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Le vieillissement de la population pousse également au départ des dirigeants belges et ça pose un défi majeur à l'entrepreneuriat. La transmission d'entreprise apparaît comme une solution clé pour y faire face, qu'il s'agisse du rachat d'une petite boucherie de quartier ou de la reprise d'une grande entreprise. Ce processus contribue directement à la vitalité économique d'une région. Arnaud Daxelet est conseiller en transmission d'entreprise. Une région économique dans laquelle les sociétés se transmettent, forcément se porte mieux qu'une région dans laquelle les sociétés ne se transmettent pas. Une société qui ne se transmet pas, c'est une perte sociale, c'est une perte de savoir-faire et c'est également une perte de rentrée financière pour la région. En 2023, Wallonie Entreprendre a recensé 428 transmissions d'entreprises, un chiffre en hausse ayant permis de préserver plus de 6000 emplois en Wallonie. Cependant, la transmission d'entreprise reste un processus complexe, souvent long et exigeant plusieurs années de préparation. Arnaud Daxelet livre quelques conseils essentiels pour y parvenir avec succès. Que ce soit du côté acquéreur ou du côté chef d'entreprise, vendeur, l'important, le primordial, c'est de se préparer le plus longtemps possible à l'avance. Certains le disent, une société doit être transmissible dès sa création, et donc finalement il n'est jamais trop tôt pour penser à préparer sa transmission. Et le deuxième point important à retenir, c'est de se faire accompagner. L'anticipation est la clé du succès. Cependant, même un dossier soigneusement préparé peut ne pas aboutir, notamment dans le cadre d'une transmission familiale où les enjeux peuvent être encore plus complexes. Les échecs dans les transmissions d'entreprise sont à 80% dus à des motifs émotionnels. Parce que d'un point de vue technique, on a toujours des solutions. Il est toujours possible de faire fonctionner les choses. Par contre, d'un point de vue émotionnel, quand deux personnes ont décidé de ne plus se parler pour des raisons X ou Y, eh bien là, on ne peut pas avancer. Z sur 7 à la une. Cette année, le Black Friday est fixé au 29 novembre, mais les promotions ont déjà commencé avec la Black Friday Week. Cette semaine aurait logiquement dû débuter 7 jours avant le jour J. Le syndicat neutre pour indépendants critique l'allongement de ces périodes de réduction, les jugeant de plus en plus envahissantes. Christophe Wamberzy, secrétaire général du SNI. Depuis l'avènement de l'e-commerce, la technique, je dirais, d'attaque du consommateur, c'est la promotion, la ristourne, les réductions de prix à tout crin tout le long de l'année. Et aujourd'hui, il faut constater que le commerce, et particulièrement le commerce indépendant, est en difficulté, il est précarisé, changement de mode de consommation et une concurrence de plus en plus effrénée, surtout avec le nouvel acteur qu'est l'e-commerce. Les petits commerçants, souvent incapables de rivaliser avec les grandes chaînes et les plateformes de vente en ligne, choisissent majoritairement de ne pas participer à cet événement commercial. Beaucoup préfèrent se concentrer sur les soldes d'hiver, jugées plus avantageuses pour leur activité. Sur base de notre enquête, 3 commerçants sur 4 ne participent pas au Black Friday tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des promotions tout le long de l'année. Et ceux qui y participent, généralement, le font contraints et forcés parce que la concurrence de proximité le font. Ce sont les chaînes nationales ou internationales. Donc effectivement, très peu y participent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. À cela s'ajoutent les dérives du système et les fausses promotions. En principe, les vendeurs doivent afficher à la fois le prix réduit et le prix de référence.
l'inspection économique encourage les consommateurs à signaler les pratiques trompeuses, tandis que le SNI appelle à une plus grande proactivité de la part des inspecteurs. En fait, ce que nous demandons à l'inspection économique, c'est véritablement de contrôler l'ensemble de ces acteurs, notamment les plateformes, pour voir s'ils exercent réellement un prix de référence. Parce que quand vous constatez sur les plateformes, ils sont en promotion tout le long de l'année et le prix de référence n'existe pas. On demande véritablement l'application de la loi pour tous les acteurs, y compris les plateformes. Z sur 7 à la une. Peut-être avez-vous déjà été piégé par ces emails frauduleux vous demandant vos données bancaires. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Cette escroquerie a coûté 40 millions d'euros aux Belges l'an dernier. Cette pratique, connue sous le nom de phishing, a explosé, enregistrant une augmentation de 2000% en seulement 3 ans. Mais cette technique n'est pas la seule. Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin. Puis, il y a la fraude à l'investissement, où en fait les fraudeurs, ils offrent des investissements par des réseaux sociaux. Et là, en fait, les gens investissent dans des produits qui n'existent pas et perdent tout l'argent. Et puis, la troisième type de fraude qu'on parle, c'est du CEO fraude. Et là, il y a, en fait, les fraudeurs, ils utilisent l'identité du CEO pour convaincre les employés pour transférer de l'argent. Les cybercriminels exploitent désormais l'intelligence artificielle pour rendre leurs attaques encore plus convaincantes. Pour contrer cette menace, Worldline et les banques intensifient leurs efforts en renforçant leur système de détection, s'appuyant eux aussi sur l'AI pour mieux protéger les utilisateurs. Claire Depré, responsable de produits fraude Worldline. La première qui est basée sur l'analyse des transactions, sur les habitudes d'achat pour une personne, pour une géographie ou un type de moyen de paiement. Et la deuxième qui est basée sur l'analyse justement des terminaux des utilisateurs pour savoir est-ce qu'il y a un risque, est-ce que c'est par exemple un téléphone que l'on n'a jamais vu avant. Il faut savoir que typiquement dans les attaques de type phishing, du coup le fraudeur va utiliser son propre device et donc du coup en essayant de reconnaître le device, ça nous permet également de nous aider pour le détecter. L'intelligence artificielle est capable d'analyser des millions de transactions en temps réel, détectant une fraude en seulement 11 millisecondes et augmentant les détections de 30%. Si cette technologie a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, elle reste un outil parmi d'autres et ne constitue pas une solution absolue. Les fraudeurs, c'est un peu comme de l'eau, ou les fleuves, ils vont toujours trouver un moyen de passer. Donc, quand on va mettre en place des solutions pour les contrer, ils vont trouver un autre moyen de passer, une autre méthode, une autre manière de générer la fraude. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils qui évoluent et aussi d'avoir des experts qui sont capables de faire de la veille pour tout le temps améliorer, faire évoluer les modèles. Également grâce au machine learning qui permet de proposer des évolutions de règles. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, vous êtes au courant de l'activité économique grâce à l'analyse de l'expert boursier de Z sur 7. Aujourd'hui, nous accueillons Julie Eters de BNP Paribas Fortis. À un mois de la fin de l'année, comment les portefeuilles ont-ils évolué ? Donc si on regarde tout d'abord du côté de la partie obligataire d'un portefeuille, on peut dire qu'une partie des gains engrangés, réalisés ce début d'année ont été légèrement grignotés ici très récemment. On croyait pouvoir mettre l'inflation un petit peu dans les dossiers classés au niveau des US après cet été, mais depuis mi-septembre et clairement depuis l'élection de Donald Trump, l'inflation revient dans les discussions et au vif du sujet, certainement aux États-Unis, clairement moins sur l'Europe. Et donc en 2 mois, les taux américains 10 ans ont repris le pourcent qu'ils avaient perdu sur les 6 mois précédents. On est aux alentours des 4,4%. Et concernant le marché des actions,
Peut-on déjà en tirer des conclusions ? Alors quand on parle des actions, c'est difficile de se prononcer avant le 31 décembre évidemment, mais on peut dire que pour l'instant, le grand gagnant reste et toujours le marché US, supporté par les technologies et les financières. Nous sommes à plus ou moins 24% depuis le 1er janvier de cette année. Alors il faut savoir que sur 10 ans, en moyenne, une fois sur 4, le marché US termine au-dessus de 25%, donc ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais par contre, on est clairement 20% en dessous au niveau de l'Europe. Et donc, en fait, l'écart s'est creusé de 10% plus ou moins sur les 3 derniers mois, suite à la pression qui est mise sur les actions européennes suite à l'élection de Donald Trump, clairement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le marché anticipe aujourd'hui encore 15% de bénéfices, de croissance de bénéfices pour 2025. Et donc, ça reste clairement une bonne nouvelle. Maintenant, c'est l'idée aujourd'hui. Peut-être que ça peut encore changer. L'économie en mouvement. Le think tank Itinera dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean Hendricks d'Itinera pour évoquer la dette publique. Cette dernière ne fait que gonfler partout dans le monde et la Belgique ne fait pas exception. Divisée par le nombre d'habitants, la dette publique est de 55 000 € par personne. Cela fait des Belges les personnes les plus endettées d'Europe. Le paradoxe belge est de combiner surendettement avec surtaxation. Première question. Que faire pour limiter la dette ? Il y a en définitive 4 réponses possibles à l'accumulation de la dette. Dans le passé, on a souvent combiné plusieurs de ces solutions en fonction de la situation économique et politique du moment. Pour comprendre ces 4 solutions, nous devons revenir à l'arithmétique de base de l'endettement. La vitesse d'accumulation de la dette publique dépend fondamentalement de 2 facteurs. Le premier facteur est l'écart entre les dépenses, hors charges d'intérêt, et les recettes totales, ce que l'on appelle le déficit primaire de l'État. Le deuxième facteur est l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance multiplié par le niveau d'endettement. Compte tenu de cette arithmétique simple, on peut modifier la vitesse d'accumulation de la dette au moyen de 4 leviers distincts. Deuxième question. Quel est le premier levier ? Le premier, c'est de refinancer notre dette par l'inflation. L'inflation est un levier d'action assez délicat, mais il permet de refinancer notre dette. D'abord via les assiettes fiscales. L'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, l'impôt de production suivent essentiellement l'évolution de l'inflation du PIB, c'est-à-dire les prix d'une unité de PIB. Tandis que les dépenses publiques tendent à suivre l'inflation de la consommation, le prix d'une unité de consommation. Lorsque l'inflation du PIB croît plus vite que celle de la consommation, les recettes publiques ont tendance à augmenter moins vite et le déficit se réduit. Mais à l'inverse, lorsque l'inflation est apportée et que l'inflation de la consommation est plus importante que l'inflation de la production, les recettes publiques augmentent moins rapidement que les dépenses publiques et le déficit se creuse. Et c'est la situation actuelle de la Belgique avec une inflation importée par le renchérissement des prix de l'énergie et des matières importées. Le deuxième facteur du refinancement par l'inflation, c'est la non-indexation partielle de la dette sur l'inflation. Pour simplifier, si l'inflation augmente plus vite que la hausse des taux d'intérêt, l'écart entre le taux d'intérêt et la croissance nominale du PIB diminue, ce qui réduit à court terme notre endettement. Mais ceci n'est qu'un effet à court terme, parce que très rapidement, il va y avoir un phénomène de rattrapage et la dette va être progressivement indexée sur l'inflation. Troisième question. Quel est le second levier d'action ? Le deuxième facteur qui nous permet de réduire la vitesse d'accroissement de nos dettes, c'est de répudier la dette. Trump, en 2016, déclarait qu'il était lui-même le roi de la dette et que sa solution pour réduire l'endettement était de répudier cette dette, en invoquant le fait que la conjoncture était mauvaise et qu'il ne rembourserait qu'une partie de la dette aux créanciers. Cette solution, cependant, ignore que souvent les autres créanciers sont d'autres États souverains, en particulier la Chine dans le cas américain. Quatrième question. Un troisième levier d'action ? Le troisième facteur qui permet de maîtriser la dette, c'est de relancer l'économie. La question est de savoir comment faire pour restaurer notre déficit de compétitivité et de redresser les niveaux d'emploi sur lesquels reposent nos assiettes fiscales et nos dépenses sociales.
Un des axes intéressants ici est celui du rapport Draghi, qui contient plus de 170 propositions et qui consiste à accroître l'innovation en doublant le budget de recherche et d'innovation pour le porter à 200 milliards d'euros sur 7 ans et de créer une agence européenne pour l'innovation de rupture. Il recommande aussi d'investir dans l'IA et la transition écologique. 5e et dernière question. Un dernier levier d'action envisageable ? Le 4e facteur qui permet de réduire notre endettement consiste tout simplement à réduire le déficit primaire, c'est-à-dire l'écart entre nos dépenses publiques et nos recettes publiques. Je plaide ici pour des économies intelligentes, une fiscalité mieux répartie. Il ne s'agit pas de taxer plus, car en Belgique, la pression fiscale globale dépasse déjà 55% du PIB, ce qui en fait un des pays les plus élevés d'Europe. Et un engagement soutenu dans la gestion de nos finances publiques. Il faut assainir, réformer et investir dans la transition. Une voie exigeante, mais indispensable. Notre principal levier donc pour réduire le déficit primaire sera de faire des économies intelligentes, en simplifiant nos administrations à multicouches, en rationalisant les structures et en fixant une norme de déficit sur notre sécurité sociale, avec plus de prévention pour limiter les dépenses de santé et moins d'indexation pour limiter les dépenses de pension. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ce soir, ne manquez pas le JT de Canal Z. Pour clôturer cet épisode, retrouvez le CCB, Centre belge pour la cybersécurité, et son conseil du jour. À demain pour un nouvel épisode de Z sur 7. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Le Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique comporte 4 niveaux. Small, basique, important et essentiel, qui aide les organisations à choisir leurs mesures de cybersécurité en fonction de leur profil de risque. Small fournit des lignes directrices aux organisations avec une infrastructure informatique limitée et un niveau de risque faible. Basique est destiné aux organisations présentant un niveau de risque cybernétique moyenne pour lesquelles un ensemble minimal de mesures est nécessaire. Important est destiné aux organisations disposant de données sensibles ou présentant des risques cybernétiques élevés. Essentiel est destiné aux infrastructures critiques et aux secteurs fournissant des services essentiels où de normes de sécurité les plus élevées doivent être appliquées. Cyber Fundamentals propose une approche structurée qui renforce la cyber-résilience des organisations. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.